Jean-Paul Bourg, bonsoir. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 sur la bande FM et sur Internet, bien sûr, ici-et-maintenant.com. Vous trouvez facilement le site de la radio. Ce soir, une émission particulière, bon, une fois de plus, consacrée à la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, le conte d'Andersen, et aussi à ses origines mythologiques, où il a été puisé tout ce qui fait la substance du conte. La Reine des Neiges d'Andersen est écrit au XIXe siècle, au Danemark, par Andersen. Et il dit lui-même qu'il s'est servi de la tradition populaire, des traditions populaires, de la mythologie scandinave, on est au Danemark, hein, des histoires qu'il a entendues dans son enfance. On connaît beaucoup de ses contes, la petite sirène, l'intrépide soldat de plomb, la petite fille aux allumettes, le sanglier de bronze, Ogier le danois, les signes sauvages, enfin tout ça fait référence à toute une atmosphère particulière qui est celle de l'Europe du Nord, on est au Danemark donc, on est au 19e, il écrit La Reine des Neiges, ce conte, parmi d'autres contes, en 1835, donc en plein 19e siècle. Les personnages de La Reine des Neiges et le conte d'Andersen sont Gerda, la petite fille, puis Kay, son petit compagnon qui sera entraîné par la Reine des Neiges. Alors, les références, intéressant. Gerda, retenons bien les noms, et Kay. Gerda, Gerda, on la retrouve dans la mythologie, dans les mythes scandinaves. On va en parler. Kay, j'ai trouvé une piste il n'y a pas longtemps. Je vous la donne. Dans les légendes galloises, Kay, on le savait déjà, c'est l'un des chevaliers des romans arthuriens de la table ronde. Particularité par rapport aux autres chevaliers, juste cette piste-là, parce qu'elle est importante. C'est un tueur de géants dans les romans arthuriens, Kay. Bon, là on parle d'un chevalier, on parle de Gerda, qui est une géante des glaces dans les mythes scandinaves. Dans le conte d'Andersen, ce sont deux enfants, Gerda et Kay. Alors remontons d'abord, avant d'aborder le conte d'Andersen, aux origines. Non, même pas, au début du conte. Comment commence le conte d'Andersen? Il commence avec la présence d'un troll. Un troll qui est présent à la première page. Qu'est-ce qu'un troll? Dans les mythes scandinaves, c'est le nom qui est donné aux géants dans les croyances de l'Europe du Nord. Les premières lignes du conte d'Andersen. Andersen écrit: voilà, nous commençons. Quand nous serons au bout de l'histoire, nous en saurons plus que nous en savons maintenant. Car c'était un méchant troll. C'était un des pires. Un jour, il était de très bonne humeur parce qu'il avait fabriqué un miroir. Et ce miroir avait cette propriété que tout le bon et le beau qui s'y réfléchissait s'y réduisait à presque rien. Mais tout ce qui ne valait rien et avait vilain d'aspect y ressortait et devenait encore plus vilain. Un miroir qui montre qui inverse quelque part, qui change la vision. Alors, attention, le conte d'Andersen est un conte qui fait référence aux mythologies anciennes, aux traditions anciennes, mais qui a été christianisé. Donc ce manichéisme, bien mal, le miroir montre ce qui est beau devenant mal, ce qui est mal encore plus mal. Ça, c'est la vision chrétienne qui est mêlée au conte. On va le voir tout ça, on va voir les détails, pourquoi. Donc ce troll, à l'origine, au commencement du conte, il y a donc un géant, un troll, qui a construit ce miroir dans lequel celui qui regarde voit les êtres humains sous d'autres formes, d'autres aspects, même la nature qui l'entoure, tout est métamorphosé autrement. Le troll emporte ce miroir très loin, très haut, jusqu'aux étoiles, et le miroir éclate, explose. Et de nombreux morceaux du miroir tombent au sol, soufflés par le vent, emportés. Et on dit des morceaux pas plus gros que des grains de sable, dit Andersen. Et Andersen dit que chaque morceau avait la propriété du miroir tout entier. S'il se logeait dans le cœur de quelqu'un, son cœur devenait comme un bloc de glace, et il ne voyait plus le monde de la même façon. Alors maintenant, on peut revenir aux éléments mythologiques de la quête. On voit qu'au début, il y a un troll, un géant des glaces, au tout début du conte, qui construit ce miroir, qui va exploser, et ces morceaux se répandre, soufflés par les vents froids, aux quatre coins du monde. Donc, il y a deux pistes. Dans la tradition ancestrale des Scandinaves, il y a Gerda,
qui est la petite fille dans le conte d'Andersen. Je parle de la Reine des Neiges. Hein. Et il y a Skadi. Skadi, qui est une... On va voir qui sont ces deux personnages. Gerda, elle existe dans les contes scandinaves. Non, pas dans les contes, dans la mythologie, dans les croyances de l'Europe du Nord. Mais ce n'est pas une petite fille, c'est une géante du givre. Elle vit dans les terres polaires, à l'extrême nord du monde. Quant à la Reine des Neiges, elle est nommée dans la mythologie scandinave, elle s'appelle Skadi. Elle est appelée la déesse des neiges. Et elle est la fille du géant Thiazi, qui sera tué par le dieu Odin. On est dans le monde des géants. Les géants étant... C'est très important parce que les géants sont... Pourquoi? On voit bien que c'est un troll qui commence le conte d'Andersen aussi, un géant, des géants du froid. Alors Skadi, on la représente glissant à ski sur la neige, son arc de chasse à l'épaule. Alors pourquoi les géants? Comme le troll qui commence le conte d'Andersen avec son miroir magique, parce que les géants étaient là dans les croyances de l'Europe du Nord, bien avant les hommes, et même, on peut dire, même c'est dit dans les textes des chroniques anciennes, dans les vieilles sagas, bien avant les dieux. Juste un extrait. Bon, j'ai écrit un livre sur les mythologies nordiques, le crépuscule des dieux, donc je tirerai certains passages, à partir bien sûr des textes anciens. Sur la création du monde déjà, très rapide. Hein. Ce n'est pas le sujet, mais c'est important, c'est important. Au commencement était l'abîme, Genun Gagap, sans commencement ni fin, le chaudron du vide, d'où est sortie toute la création. Les 9 mondes, les géants et les dieux, avant que n'apparaisse le Midgard, la terre des hommes. Tous les skaldes, dans ces croyances de l'Europe du Nord, les skaldes, c'est l'équivalent des bardes chez les Celtes. Hein. Tous les skaldes ont chanté l'épopée des géants du givre et celle du premier géant, Ymir, l'ancêtre des premiers dieux. Il était là avant la création du monde, c'est par lui que tout a commencé dans le fracas des glaces. Donc c'est Ymir, le géant primordial, qui fait naître la création. De lui vont s'unir à lui les dieux de cette mythologie, Odin, père des dieux, et des autres dieux de cette mythologie, d'où viendront aussi les hommes dans l'ordre successif. Les géants sont à l'origine, bien avant les dieux, dans cette mythologie-là, dans ces croyances-là. Donc les géants habitent, on ne va pas parler des géants et décliner le pourquoi, on parle du conte d'Andersen, hein, je ne vais pas partir sur des routes parallèles qui n'en finiraient pas, d'accord. Les géants habitent dans les régions polaires. Hein. Ce sont donc les géants de l'origine qui engendrent, qui s'unissent à la race des dieux. Odin, qui est le père des dieux, et les autres dieux vivent dans l'Asgard. Alors, les localisations. Les dieux, c'est l'Asgard, la forteresse des dieux. Les géants vivent à Jotunheim, à l'extrême nord du monde, dans un univers peuplé de glace, de neige. Les hommes dans le Midgard. Le Midgard, c'est, comme le dit le mot lui-même, c'est un peu le royaume du milieu, le royaume des hommes. Alors Gerda, qui est l'héroïne du conte d'Andersen, est une géante de la mythologie nordique. On verra pourquoi cette géante est une petite fille dans le conte d'Andersen par la suite. Important à dire, Gerda et une autre divinité, Skadi, une géante aussi, qui est la déesse des neiges, fille du géant Thiazi, il est dit, qui est la reine des neiges. Toutes les deux sont liées aux pommes d'or. C'est les pommes de l'éternelle jeunesse chez les Celtes, aussi bien que dans le paganisme des anciens Scandinaves. Avant de parler de Gerda, c'est très, très important, il n'y a pas de digression. Hein. Il est important de parler du rôle de l'un des dieux qui s'appelle Loki. C'est le dieu du feu. C'est lui qui provoquera le Ragnarok, la chute des dieux, une sorte de fin du monde, ou plutôt la fin d'un cycle, pour être plus précis. Pourquoi? Ce n'est pas une fin du monde, c'est la fin d'un cycle. Déjà, la conception du monde, dans ce vieux paganisme d'avant les monothéismes, rien à voir avec la ligne droite, hein, la chronologie, lumière, obscurité, vie et mort, le dualisme, qui est celui-ci bien des matérialistes que des monothéistes. Hein. C'est la loi du cercle. Il est dit, la terre, la nature, la lune et le soleil sont comme la roue d'un char. Tous ces éléments forment un cercle parfait qui tourne sans cesse. Toute chose naît, rayonne, meurt et revient.
La vie est un cycle. Voilà la croyance de base, fondamentale, qui est celle aussi du mouvement tournant des saisons. L'univers est cyclique, en quelque sorte. Et non pas comme nous le croyons, nous, une chronologie avec un début, une fin, la vie, la mort. Notre perception quotidienne aujourd'hui, qui est celle des hommes depuis très longtemps, celle aussi des monothéistes, qui est pour eux, après la mort, il y a un paradis, mais c'est une notion chronologique aussi, c'est aussi la ligne droite, même si après, on ouvre sur une forme d'éternité. Alors, on ne s'égare pas, hein, c'est la racine même du conte d'Andersen, hein, et là où il a été puisé. Hein. Alors, retenons bien cette loi du cercle, ce qui apparaît conflit, hiver, printemps, été, glace, feu, etc., c'est la mécanique nécessaire pour la loi du mouvement dans le cycle. Hein. Comme l'hiver, qui n'est pas l'adversaire de l'été, hein, ok. Ni la nuit, la ténèbre n'est pas l'adversaire du jour. Idem pour ce que nous prenons pour des opposés, nous. La glace et le feu, par exemple, qui est fondamental, c'est les racines même de la mythologie des Scandinaves, de l'Europe du Nord dont je parle ce soir, là où était puisé Andersen, qui est né au Danemark, je précise. Alors, encore un détour qui est nécessaire dans ces croyances archimillénaires des Scandinaves pour arriver à Gerda, la géante des neiges. Hein, c'est important. Loki, donc le dieu du feu, il est donc l'ennemi du froid, l'ennemi de la glace, puisqu'il provoquera le Ragnarok avec le feu, selon la loi du cercle. Alors, nous, dans notre vision de la ligne droite, avec un début, une fin, une chronologie, le Ragnarok, on appellerait ça la fin du monde. Pas dans une vision circulaire et cyclique. Alors, Loki appartient au dieu de l'Asgard, hein, d'accord, c'est pas un géant. Et c'est Odin, le père des dieux, très important, qui lui donne la fonction d'adversaire, qu'il n'a pas au début. Hein. Attention, hein, il existe dans les mythes de l'Europe du Nord une force supérieure aux dieux. Les dieux ne sont pas, les dieux, c'est pas le plafond indépassable. Il y a une force supérieure aux dieux, auquel les dieux sont soumis. On l'appelle le Vird, W-I-R-D, le destin. C'est une divinité pour eux, le destin, une force au-delà des forces. Le rôle de Loki, dieu du feu et destructeur en apparence, est fixé par Odin. De quelle manière voilà comment Odin donne à Loki ce rôle de destructeur. Quand les ancêtres, alors il dit que les ancêtres soient témoins de ce moment, nous avons besoin d'un Dieu qui maintienne la force de vie en nourrissant le conflit, qu'il recrée sans cesse le choc de la glace et du feu, qui seul permet le retour éternel de la vie. C'est ce que dit Odin. Il prend son javelot et désigne Loki parmi les autres dieux rassemblés dans l'Asgard. Et il dit, en montrant le dieu du feu, « Voilà, voici, c'est de lui que viendra un jour le danger, la menace ultime à laquelle nous devons faire face. » Il s'invente une menace, il invente un adversaire, il crée un adversaire nécessaire au mouvement cyclique, justement. Il désigne Loki dans ce rôle. Loki, dit Odin en soupirant, j'avais espéré jusqu'au dernier moment pouvoir me passer de tes services. Mais le destin, avec un grand D, en a décidé autrement. Tu es aussi nécessaire à la marche du monde que Balder le brillant, mon autre élu. Désormais, tu vas mener une lutte incessante contre Balder. Il n'a que des armes fragiles faites de vertu, de franchise, de volonté, tandis que tu disposes de toutes les ruses et des pires tentations. Mais le destin m'oblige à t'accorder le même pouvoir qu'à lui. C'est ainsi que Loki devient l'adversaire des dieux, de la même manière que l'hiver est l'adversaire de l'été. Ce n'est pas l'adversaire, c'est la nécessité du conflit pour que la roue continue à tourner. Ce n'est même pas le mot conflit, enfin on peut le dire. Et le dieu Thor dit à Odin, et le conflit durera jusqu'à quand? Odin lui répond, jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire jusqu'au Ragnarok, où les dieux périssent, on appelle ça le crépuscule des dieux, des puissants, c'est le mot exact, et où recommence un nouveau cycle. On est dans le principe, dans la croyance, qui est une croyance, celle de la nature, si on observe bien, celle du cycle du retour des choses. Loki possède un anneau de feu. Il manque à Odin l'anneau des glaces,
pour que la roue puisse tourner et que le cycle soit parfait, d'accord? Et qui possède un tel anneau dans la mythologie des croyances anciennes? Je parle des vieilles chroniques, de toute cette mythologie d'avant, dans lesquelles a été puisé Andersen. Qui possède un tel anneau? C'est Gerda, la géante du pays des glaces. Alors Odin, qui a la faculté, c'est un multiforme, un change-forme, de prendre différents aspects. Il peut transformer en corbeau, en chevalier errant, en loup, peu importe. Il peut prendre toutes les formes possibles. Alors Odin se met en route pour le pays des neiges. Son but, conquérir Gerda et lui prendre l'anneau dont il a besoin. Et en chemin, il rencontre une femme chamane qui est adepte du dieu Loki, dieu du feu. Elle est là, dans sa hutte de branchage, assise sur une natte d'ossement. Il y a des fumigations tout autour. Leur dialogue est intéressant entre Odin et cette femme chamane. Odin est sur la piste de Gerda, la géante des glaces. La chamane lui dit, le jour du Ragnarok, Odin, le loup sera lâché, et tu ne pourras rien faire, ni toi, ni les dieux de l'Asgard, ni tes 614 000 guerriers. Vous finirez tous dévorés par le feu. Odin lui dit, nous restons fidèles à la mémoire de nos ancêtres. Nous suivons la voie du Virde, la voie du destin. Et en même temps, en disant ça, il ressent une sorte de souffrance humaine, parce qu'il est à la fois immortel et mortel. Les dieux périssent dans cette aventure-là. Le destin, lance-t-il, il n'y a pas d'autre voie. Celui qui pense échapper à la loi du Virde est un menteur ou un lâche. Le front de la femme chamane se soulève, et il voit le visage buriné, creusé de sillons noirs, le rictus aux lèvres, les peintures qui entourent les yeux. Elle dit, « Tu as bien parlé, et je suis honoré par ta présence. Même s'il est vrai qu'un jour nous te détruirons, nous aussi nous suivons la voie du Virde. » Pour bien montrer qu'il s'agit, là aussi, d'adversaires qui le sont et qui ne le sont pas, dans la conception ancienne donc des mythologies scandinaves. Alors, en chemin vers les terres de glace, à l'extrême nord du monde, Odin va combattre le géant Bolmir, qui lui barre le passage qui mène au royaume de Gerda. Et on dit que depuis son palais des glaces, Gerda entend les lamentations de Bolmir lorsqu'il est vaincu par le dieu Odin. Where the long grass grows, the west wind comes walking, and about the walls it goes. What news from the west, oh wandering wind, do you bring to me tonight? Have you seen Boromir the tall, by moon or by starlight? I saw him ride over 7 streams, over waters wide and gray. I saw him walk in empty lands until he passed away into the shadows of the north. I saw him then no more. The north wind may have heard the horn of the son of Denethor. Oh, Boromir, from the high walls westward I looked afar, but you came not from the empty lands where no men are. From the mouth of the sea, the south wind flies from the sand hills and the stones. The wailing of
Et pour conquérir Gerda, Odin sait quelles sont les offrandes qu'il doit déposer à ses pieds. 11 pommes d'or, venues du jardin des immortels, les pommes de l'éternelle jeunesse. Alors Odin, le vieillard sans âge, prend l'apparence de Skirnir, un jeune guerrier séduisant. La rencontre d'Odin et de Gerda. À quoi ressemble Gerda dans les mythes scandinaves? Je retrouve simplement voilà, c'est ici. Oui, je me perds un peu dans... Oui, ok. Oui. Les pommes de l'éternelle jeunesse, Gerda, donc, est à la recherche... alors voilà, c'est là. J'avais quand même montré le passage. Gerda veille, allongée sur un coude, donnant sa forme à une partie du paysage. Le visage qu'elle présente à Odin est celui de la beauté du froid, légèrement bleuté, tatoué de flocons de neige qui tombent et remontent sans cesse. Skirnir, il a pris cette apparence d'un jeune guerrier séduisant, et non pas le vieillard qui est Odin, pour la séduire. Skirnir dépose, et Odin donc, dépose ses offrandes, les 11 pommes d'éternelle jeunesse, aux pieds de Gerda. La reine des glaces tourne la tête vers Skirnir, l'envoyé d'Odin, contemple les cadeaux déposés à ses pieds. Ainsi Odin envoie son champion pour faire ma conquête. C'est ainsi qu'il obtiendra l'anneau des glaces. On voit que Gerda, le personnage qui est une petite fille dans le conte d'Andersen, existe dans la mythologie nordique et à quoi elle correspond. Les 11 pommes d'or, bon, il aura l'anneau par la ruse, et en usant de magie. On dit même, et là on rejoint le conte d'Andersen, toujours ce rapport de la glace, l'anneau de glace et l'anneau du feu, nécessaire pour la roue et l'équilibre des choses. On dit même qu'il fait fondre le cœur de glace de Gerda. Le cœur de glace qui va fondre, c'est l'un des thèmes essentiels de la Reine des Neiges du conte d'Andersen. Là, je parle des mythologies scandinaves. Alors, je rappelle qu'Andersen donne le nom de Gerda à la petite fille de son conte La Reine des Neiges. Voilà déjà ce qu'est Gerda dans les mythologies scandinaves, transformée, j'imagine, transfigurée à travers de longues traditions populaires, à travers les siècles et les âges, pour devenir ces contes, ces histoires qu'on raconte aux veillées et que le jeune Andersen écoute, entend, qui ne sont plus celles de l'origine, qui ont été modifiées, certaines ont été christianisées, d'autres ne sont plus tout à fait, n'ont pas les mêmes référents, mais la source est la même. La source, c'est celle dont je parle, celle de l'origine. Deuxième présence de la Reine des Neiges, elle porte ce nom dans la mythologie scandinave, et là, elle est importante, c'est Skadi. Skadi, et là on retombe dans le même univers, qui est la fille du géant Thiazi, et qui est nommée la déesse des neiges. Là aussi, les géants, ce peuple qui à cette époque, dans les croyances, habite les terres de l'extrême nord, les terres des glaces. Alors, pour conquérir Gerda, on a vu qu'Odin lui a apporté les pommes d'or qui donnent l'immortalité, les pommes de l'éternelle jeunesse. Skadi, elle aussi, cherche les pommes d'or. C'est ce qui les rapproche toutes les deux. Et c'est son père, le géant Thiazi, qui se met en chasse. Son but, voler les pommes d'or gardées par la déesse Idun. La déesse Idun, qui est l'une des divinités de l'Asgard, proche d'Odin, a pour rôle, c'est une prêtresse de l'Asgard, a pour rôle, dans la forteresse des dieux, de garder les pommes de l'éternelle jeunesse. C'est le rôle c'est sa fonction. Elle est la gardienne des pommes d'or. Alors Thiazi, le géant, apparaîtra à Loki, le dieu du feu, sous la forme d'un aigle. Il le tient par une magie plus puissante et il lui dit « Je veux les pommes d'or qui empêchent de vieillir. »
Alors on voit ici l'alliance étonnante d'un dieu du feu et d'un géant de la glace. Pas de manichéisme, hein, mais la loi du vire, de la fameuse loi du destin, le destin qui les emmène au-delà d'eux-mêmes. Les dieux ne savent même pas où ils vont quelque part. C'est le destin qui est la grande roue qui emporte tout ça. C'est le destin qui commande, qui est supérieur aux dieux et aux hommes. Ne faire qu'un avec sa course, on l'entendra souvent cette fois, avec ses méandres, se hisser dans le grand mouvement de la roue qui tourne, et où les antagonismes sont des forces créatrices, des propulseurs qui mettent en mouvement la grande roue des cycles. Mais Loki va trahir le géant Thiazi. Il prend l'apparence d'une corneille aux plumes noires. Et il est poursuivi par Thiazi, le géant, qui veut les pommes d'or pour la déesse des neiges, qui a pris de lui la forme d'un aigle. Et donc Loki fonce vers l'Asgard, la forteresse des dieux, poursuivi par Thiazi, le géant des glaces, qui a pris la forme d'un aigle. Et donc, l'arrivée de leur poursuite, je peux lire le texte, en approchant des murailles de l'Asgard, un coup d'œil suffit à Loki pour comprendre qu'il va être rattrapé par Thiazi. Rassemblés sur les remparts, les dieux observent dans le ciel l'arrivée de Loki, qui essaie d'échapper au chaos du vent, bousculé, poursuivi par un aigle qui fend en l'air à la vitesse d'une flèche. Odin trouve une parade immédiate. Il fait entasser sous les remparts des troncs d'arbres, des souches de bois, des herbes sèches, et il attend une torche à la main. À l'instant précis où il voit apparaître Loki, avant même qu'il franchisse les murailles, Odin jette sa torche. Les dieux reculent dans la grande cour de l'Asgard. Au moment où s'élève le rempart de flammes, Loki traverse le nuage de fumée avant que le brasier n'atteigne la hauteur des murailles. Et l'aigle vole si vite Thiazi, le géant, qu'il est incapable de s'arrêter à temps. Il plonge dans le feu, se brûle les ailes et meurt, transformé en cendres chaudes. C'est ainsi, dit-on, que les As c'est le nom des dieux de l'Asgard, se débarrassèrent du géant Thiazi. C'est ce que disent les chamans et les skalds dans les villages des hommes. Mais la nouvelle de la mort du géant Thiazi qui cherchait les pommes d'or arrive bien sûr aux oreilles de sa fille, la déesse des neiges, Skadi. Dans la halle des géants, Skadi, la fille de Thiazi, écoute sans broncher le récit de la disparition de son père. Ses yeux se plissent, et de larmes d'or coulent sous ses joues. Un feu s'allume dans sa poitrine. La belle géante ceint son armure, elle met son armure, empoigne la lourde épée à tête de dragon et marche vers l'Asgard pour venger son père. Les guetteurs postés sur les remparts la voient arriver, le pas rapide, le visage haut, sans peur de la mort. « Laissez-la venir librement jusqu'ici », commande Odin. Il l'attend sur le siège en bois de serpe de la halle, sans armes, vêtu de sa cuirasse d'or. C'est un dieu roi qui reçoit la fille du géant Thiazi, que les voyageurs décrivent comme la plus belle des géantes de Trimheim. Trimheim, c'est cette région des glaces, là où elle vit. Une fille des neiges, compagne des loups et des corbeaux, qui trouble les rêves des skalds, les bardes. Pourquoi la laisser entrer alors qu'elle veut nous tuer ? Demande Thor, accroché au manche de son marteau. Parce qu'elle vient de la terre des origines, répond Odin. Ben oui, c'est l'origine même de la création, c'était cet univers des géants. Lorsque Skadi pénètre dans la halle, furieuse de ne pas rencontrer d'obstacle, Odin la salue et ajoute « L'esprit de justice marche avec toi, et aucun de nous n'a envie de porter le fer contre toi. Voilà pourquoi je préfère la conciliation au combat. » Skadi contemple Odin, la main sur le pommeau de l'épée à tête de dragon. La fureur a disparu de son visage. Elle se rend compte avec stupeur qu'elle observe Odin comme son égal. « Que proposes-tu » Odin se lève, s'avance vers elle. Ses yeux cherchent les yeux de diamant de la géante, de vide bleuté rempli d'étoiles. « Épouse quelqu'un de notre lignée et emmène-le à Trimheim. » La colère est tombée. Skadi évalue la proposition d'Odin,
puis accepte la loi d'équilibre des nouveaux dieux, sans se douter qu'Odin est aussi, il est multiforme, on l'a dit, il a des tas de noms différents, qui changent selon les fonctions et les actions qu'il a à faire, sans se douter qu'Odin est aussi Grimnir, maître dans l'art de la ruse. Il impose des règles bien particulières. Skadi ne verra que les pieds de son futur époux. Le reste du corps sera dissimulé au regard. Alors Odin met en place le stratagème dans la halle de Tyr, l'un des dieux, où il fait tendre un rideau entre deux colonnes. Skadi passe en revue les paires-chevilles qui dépassent du rideau, s'arrête devant les pieds les plus beaux, les plus élégants. Elle essaie d'apprivoiser le relief, les contours, imaginer que les pieds ne peuvent être que ceux de Balder, le fils d'Odin, celui qu'on surnomme Balder le brillant, le plus beau des dieux. Elle désigne les pieds et elle dit « ce sera lui ». Odin fait retirer le rideau. Les pieds sont ceux du vieux Njord, un dieu maritime qui est protecteur des marchands, dont les coffres débordent de richesses. Le vieillard admire la beauté venue des neiges, remercie les dieux pour le cadeau somptueux qu'on lui fait. Skadi réprime un mouvement de colère, garde la tête haute et fait signe. La loi, encore une fois, du mouvement, l'alliance qui a été... Voilà, elle épouse Njord, le vieillard. Elle pensait que c'était Balder, le brillant, le jeune héros des dieux. Non, c'est un vieux marchand, peut-être pétri de rhumatisme, va savoir. Elle l'embarque avec lui, elle lui fait signe de la suivre. Il est maintenant son époux, selon l'accord passé entre les dieux et elle. Elle épouse quelqu'un de leur lignée. Ainsi est vengé et réglé l'affront, la mort de son père, le géant Thiazi, qui cherchait les pommes d'or. Et Thor, qui s'interroge sur la stratégie tortueuse d'Odin, il lui dit « Mieux valait le combat que ces combines de marchands, justement. Pourquoi avoir envoyé ce pauvre Njord de là-bas, dans les terres froides? Ne t'inquiète pas pour Njord, ni pour la fille de Thiazi, dit Odin. J'ai bu l'eau du puits de Mimir, le géant. Et ce que j'ai vu, elle ne l'a pas encore vu. Leur union sera brève. » Alors Njord a suivi amoureusement Skadi au pays des loups et des montagnes de glace. Et très vite, il est tourmenté par le souvenir du pays d'où il vient, qui est un pays qui est le bord de mer, avec la chaleur, la végétation est florissante, il n'y a pas de neige, pas de glace, le soleil chauffe les pierres, les oiseaux chantent le matin dans les branches. Il est dans une terre glaciaire, il est dans le royaume des glaces. Il a la nostalgie de cette terre d'où il vient. Njord, c'est pas un guerrier. Et Skadi, elle regrette d'être tombée dans le piège d'Odin, bien sûr. Elle sait que les dieux sont les descendants des géants, mais qu'ils n'ont pas la détermination implacable de leurs ancêtres. Ils savent ruser, ils peuvent mentir. Alors, ils ont décidé, Njord, qui appartient donc au soleil, au pays du sud, et Skadi, la déesse des neiges, ils ont décidé de vivre alternativement à Thrymheim, pays des glaces, son royaume à elle, et à Nothun, qui est la résidence maritime de Njord au sud. 6 mois là, 6 mois là-bas, ensemble. C'est ainsi qu'ils partagent, en même temps, le pays des glaces et le pays du soleil. Alors, dès son retour à Thrymheim, alors on dit qu'il a passé 9 journées avec Skadi au bord de la mer, dans les pays du sud, chez lui, Njord. Mais ce temps-là dont on parle dans les mythologies, il n'y a pas le temps des hommes. 9 journées, c'est beaucoup plus. Bon, dès son retour à Thrymheim, puisqu'il retourne avec elle après dans les terres des glaces, Njord éprouve, on dit, un violent mal du pays. Quand elle est dans le sud avec lui, Skadi est aussi frappée du même mal. En abordant les rivages ensoleillés de Nothun, elle ressent le manque du pays des neiges. Elle dit que les cris des oiseaux de mer l'empêchent de dormir, troublent son sommeil. Et Odin avait bien prévu la brièveté de leur union, puisque la plainte de Njord dans les textes
Je suis déjà fatigué de ces collines, et pourtant je n'y ai passé que 9 nuits. Je hais les hurlements des loups. Pour moi, seul le chant des cygnes est mélodieux. Skadi, elle dit, quand elle est au sud avec lui, dans l'autre royaume, celui de Njord, mon sommeil près de l'océan est troublé par les cris des oiseaux de mer. Chaque aube, je m'éveille dès que les mouettes prennent leur envol. Elle regrette, elle veut retourner dans le pays des glaces. Ce mouvement alternatif, 6 mois là, 6 mois là-bas, ne lui convient pas. Ils ont chacun la nostalgie, l'un du soleil et du sud, elle du nord et du froid, de la glace. Les Skaldes du Midgard, le pays des dieux, le pays des hommes, pardon, le Midgard, les Skaldes, les bardes donc, racontent que Skadi, la déesse des neiges, décida de ne plus quitter les montagnes de Trindheim, les montagnes de glace, et que Njord réintégra sa halle marchande en bord de mer, sur l'île des dieux. Ils se séparent. Njord retourne chez lui, dans les pays du soleil, et elle reste chez elle, dans les terres du froid et de la glace. Dans leur vision, les chamans peuvent voir Skadi glisser sur la neige, armée d'un arc de chasse. Dans les 9 mondes, on la considère maintenant comme la déesse des terres froides. Pour les dieux de l'Asgard, il n'y a pas d'erreur. Ils font confiance aux lois du Virde, le destin. Les chamans du Midgard, le monde du milieu, la terre des hommes donc, savent que c'est ainsi que s'accomplissent les destinées des dieux et des hommes. Ça, c'est le Skadi, la reine des neiges, à l'origine même des contes scandinaves. On voit encore, là aussi, qu'il y a une alternance des saisons, de l'été et de l'hiver. C'est même, on va dire, l'articulation, le fondement même du conte d'Andersen, qui est basé là-dessus. Bon, on voit ce qu'il représente, Njord et Skadi, l'été et l'hiver, le feu et la glace, l'alternance des saisons, selon la loi du cercle, toujours. Et même au cœur du plus bel été, la loi de Skadi, la reine des neiges, là-bas dans son palais de glace, même pour les hommes qui vivent dans le bel été, Dieu ou homme, la loi de Skadi, on dit, là-bas dans son palais des glaces, elle trouble parfois le sommeil des dieux, et même celui des hommes. Ididi oralio, ralio, ralio, ididi oralio, monianda spoje, nina que de vilangun, que dias nasanur, piarlam hingna milkrun, nandure du pogla, ididi oralio, ralio, ralio, ididi oralio, monianda spoje, nina que de vilam falt, que dias nasan hjart, smikendure kugalat, Jachan Jeklishliotach, ididi oralio, ralio, ralio, ididi oralio, monianda spoje, vaminam go marhjart, vaminam hurendaing jaga, Shimus grip uk milesav getamin drast sholak ididi oralio ralio ralio ididi oralio monianda un spoje.
Alors, ce sont les origines mythologiques qui ont servi à la Reine des Neiges, le conte d'Andersen. Je parle des origines primordiales, ancestrales, archimillénaires, transformées au cours du temps en récits populaires qu'on raconte aux veillées dans son pays, le Danemark. Alors, il écrit son conte en 1835, en plein 19e siècle, et il le dit lui-même, hein, à partir des mythes de l'Europe du Nord, de la tradition populaire et des histoires entendues quand il était enfant. C'est ce qui est précisé. Alors le conte d'Andersen, La Reine des Neiges, commence avec l'apparition de ce troll, un géant des glaces, qui brise un grand miroir magique qui a le pouvoir, on l'a vu, de changer la vision des hommes. Hein. Ce qui était beau devient laid, dit Andersen, et ce qui était laid devient encore plus vilain d'aspect. Alors là, il y a l'influence chrétienne, manichéenne, du bien et du mal, bon, qui imprègne le conte, mais il ne perd pas quand même sa substance. Attention, il est dit que ce troll était un méchant troll. Donc, dans son conte, Andersen le diabolise. Il en fait presque l'équivalent du diable. Il le dit, il l'appelle le diable même. Mais qu'il avait construit ce miroir un jour où il était de bonne humeur. Ce qui veut dire que la construction de ce miroir n'est pas faite pour des raisons néfastes et maléfiques, mais pour des raisons qui n'appartiennent pas à notre conception du bien et du mal manichéenne que nous connaissons aujourd'hui. Donc, les deux enfants héros du conte, Gerda, il lui donne ce nom à la petite fille, et Kay, son compagnon. Alors pourquoi Kay? On l'a vu, hein, les pistes sont peu nombreuses, mais l'une d'entre elles est assez éclairante. Hein, j'ai trouvé ça il n'y a pas très longtemps. Je savais que Kay était l'un des chevaliers de la table ronde. Kay, le nom Kay. On dit que ce chevalier, il est moins important que Perceval, Parsifal, Lancelot et d'autres. On dit qu'il était arrogant et même vantard. Et j'ai trouvé surtout ça. À la différence des autres chevaliers d'Arthur, c'était un tueur de géants. Bon, il n'y a pas plus. La piste s'arrête là. Bon. Gerda et Kay. Bon, je tombe là-dessus il y a quelques jours, hein, rien d'autre, mais ça parle quand même, ok? Après avoir parlé du troll qui crée ce miroir de verre magique qui éclatera en plusieurs morceaux, qui ont tous, dit Andersen, la propriété du miroir tout entier. Le conte commence avec les deux enfants qui habitent la grande ville. Je lis Andersen, le conte. Dans la grande ville, où il y a tant de maisons et tant de gens que la place n'est pas suffisante pour que tout le monde puisse avoir un petit jardin, et où par la suite la plupart des gens doivent se contenter de fleurs en pot, de pauvres enfants avaient tout de même un jardin un peu plus grand qu'un pot de fleurs. Ils n'étaient pas frères et sœurs, mais ils s'aimaient autant que s'ils l'avaient été. Les familles habitaient juste en face l'une de l'autre. Elles habitaient deux mansardes, à l'endroit où le toit de l'une des maisons voisines était tout près du toit de l'autre, et où des gouttières couraient le long des avant-toits. Une petite fenêtre s'ouvrait dans chacune des maisons. Il suffisait d'enjamber les gouttières pour passer d'une fenêtre à l'autre. Et les deux familles avaient devant leur fenêtre une grande caisse de bois où poussaient des herbes potagères. Alors les maisons se touchent presque, on voit l'image. Les deux enfants plaçaient les caisses de bois en travers, comme une passerelle. Leur domicile était tout près, quoi. La caisse de bois suffit à relier les deux maisons, les deux caisses de bois. Ils ont installé un banc pour s'y rencontrer, entre les deux maisons, et c'est là qu'ils cultivent, dans ces caisses de bois, des roses rouges. C'est important, ces fleurs, bien sûr, on le verra aussi. Description d'Andersen. C'était presque un arc de triomphe de verdure et de fleurs. Comme les caisses étaient très haut situées, les enfants savaient qu'ils ne devaient pas y grimper, mais on leur permettait parfois d'y monter et de s'y rejoindre pour s'asseoir sur leur petit banc sous les roses. Et c'était délicieux de jouer là. Ce plaisir n'existait plus l'hiver. Les fenêtres étaient souvent tout à fait givrées. Ils chauffaient alors des pièces de cuivre sur le poêle, posaient la pièce chaude sur le carreau glacé, et cela faisait un excellent trou d'observation, tout rond. Derrière, épiait un œil affectueux, un à chaque fenêtre. Le petit garçon et la petite fille étaient là. En hiver, ils ne peuvent pas se rejoindre, donc
cette passerelle de bois formée par les bacs de fleurs, on peut dire. Ils ont, avec une pièce chauffée, comme ça, dégivré un rond dans la fenêtre, et ils peuvent s'observer. Bon, parfois, bien sûr, ils se rencontrent aussi, malgré que les flocons tombent mais ils ont ce jeu entre eux. Le petit garçon et la petite fille étaient là. Il s'appelait Kay, et elle, Gerda. L'été, ils pouvaient se rejoindre d'un bond. L'hiver, il fallait descendre beaucoup d'étages et en remonter autant. Dehors, la neige voltigeait. « Ce sont les abeilles blanches qui s'agitent », disait la vieille grand-mère. « Ont-elles aussi une reine ?» demanda le petit garçon, car il savait qu'il y en avait une chez les vraies abeilles. « Il y en a une, dit la grand-mère. Elle vole au milieu du groupe le plus dense. C'est la plus grande de toutes, et jamais elle ne reste sur la terre. Tout de suite, elle repart dans l'épais nuage. Souvent, par les nuits d'hiver, elle court les rues de la ville et regarde dans les chambres en s'approchant des fenêtres, qui gèlent alors étrangement, se couvrent comme des fleurs. « Oui, oui, j'ai vu, dirent les enfants, ces fleurs formées par le givre sur les fenêtres. »« Est-ce que la Reine des Neiges peut venir ici ?» demanda la petite fille. « Elle n'a qu'à venir, dit le garçon. Je la mettrai sur le poêle chaud et elle fondra. » La grand-mère lui caressa les cheveux et raconta d'autres histoires, toujours le conte d'Andersen. Le soir, le petit Kay grimpe sur une chaise près de la fenêtre et regarde par le petit trou qu'il a fait avec la pièce. Quelques flocons de neige tombaient dehors, et l'un d'eux, le plus gros de tous, resta au bord de l'une des caisses de fleurs. Ce flocon grandit peu à peu. Il finit par devenir une femme vêtue du plus délicieux voile blanc, qui était fait comme 1 million de flocons étoilés. Elle était belle et charmante, mais de glace, brillante, aveuglante, et pourtant elle vivait. Ses yeux étincelaient comme 2 étoiles, mais étaient sans calme ni repos. Elle fit un signe de tête vers la fenêtre et leva la main. Le petit garçon fut effrayé et sauta de sa chaise. Et alors, il sembla qu'un grand oiseau passait devant la fenêtre. Le lendemain, on eut un grand froid sec, puis vint le dégel, puis vint le printemps. Le soleil brillait, des bourgeons se montraient, les hirondelles construisaient leurs nids, les fenêtres s'ouvraient, et les 2 enfants furent de nouveau assis dans leur petit jardin, là-haut sur la gouttière, au-dessus de tous les étages. Les roses fleurirent magnifiquement cette année. Quelle charmante journée d'été! Comme c'était délicieux d'être dehors auprès de beaux rosiers qui semblaient ne pas vouloir cesser de donner les fleurs. Kay et Gerda étaient assis et regardaient un album d'animaux et d'oiseaux lorsque l'horloge sonnait exactement 5 heures à la grande tour d'église. Lorsque Kay dit « Aïe, ça m'a piqué au cœur et j'ai quelque chose dans l'œil. » La fillette le prit par le cou. Il cligna. Non, il n'y avait rien à voir dans l'œil. « Je crois que c'est parti, dit-il. » Mais ce n'était pas parti. C'était justement l'un des morceaux de verre éclaté du miroir. Nous nous le rappelons bien, le miroir du troll, la vilaine glace qui rendait petit et laid tout ce qui était beau et bon. Leur vision, encore une fois, chrétienne, ce qui est bon et beau, opposé à ce qui est mal. Ainsi, dit Andersen, toujours, le pauvre Kay avait reçu un morceau du miroir jusque dans son cœur, qui allait bientôt devenir comme un bloc de glace, son cœur. Il ressentait plus aucun mal, mais le verre était là, à l'intérieur, le morceau de verre. Il dit à Gerda, d'un seul coup il a changé. « Pourquoi pleures-tu? Tu es laide comme ça. Regarde les roses. L'une d'elles est mangée par un ver. Ce sont de sales roses. » Et il donne un coup de pied dans la caisse de fleurs, arrache 2 roses. La fillette ne le reconnaît plus, elle a peur tout à coup. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Alors, dit Andersen, les jeux de Kay ne furent plus les mêmes. Un jour d'hiver, alors que les flocons tombaient, il prend une loupe et il observe l'un des flocons avec la loupe. Et il dit à Gerda, « Regarde dans le verre, viens voir. » Et chaque flocon devint beaucoup plus gros.
grâce à la loupe, et ressemblait à une fleur magnifique, ou à une étoile à 10 côtés. C'était superbe. Vois-tu comme c'est curieux, dit-il. C'est bien plus intéressant que les fleurs. Il n'y a pas le moindre défaut. Les flocons sont parfaits, tant qu'ils ne fondent pas. Alors, les fleurs, les roses. La rose est importante. La rose, c'est l'été, justement. Elles fleurissent en été. C'est les fleurs du bel été. Les flocons, c'est l'hiver. Encore, c'est le jeu des saisons, qu'on a vu déjà avec la mythologie au tout début, dans ses racines et ses origines. La rose, c'est important. On ne va pas en parler des heures, mais parler simplement, un exemple parmi 1000. Le roman de la Rose. Le roman de la Rose, c'est un roman écrit à l'époque arthurienne de la quête du Graal par Guillaume de Loris en 1230. L'objet de la quête, c'est cette fleur, la rose, qui est à la fois la perfection, ou la femme aimée qu'on cherche au bout de la quête du bel été. Et les épines de la rose sont importantes, elles aussi. Ce sont les épreuves, ce qui t'empêche d'avancer, tu es blessé dans cette quête. Tu peux être déchiré, blessé, mais tu arrives au cœur de la quête, qui est où la femme aimée dans la mythologie, au-delà de l'amour humain, je veux dire, c'est une dimension cosmique. Ou bien la rose elle-même, objet de la quête, qu'on retrouve aussi dans la rosace, dans différentes formes. La rose est donc, on le voit bien, la fleur du bel été. Et le flocon, on va dire la fleur, il a la forme d'une fleur, de l'hiver. Le flocon, il a aussi, lui, une incroyable perfection, il le dit, Kay, dans le conte. C'est l'autre quête, celle de l'hiver et de ses sortilèges. Alors, Kay décide de prendre sa luge, c'est l'hiver, et d'aller jouer sur la Grand Place. Et c'est là qu'il va rencontrer la Reine des Neiges. Elle est là, sur sa route, selon les lois du Virde, le destin, cette divinité qui est supérieure aux dieux et aux hommes, à leur volonté propre. Il n'est pas donné à n'importe qui d'avoir un destin, et non pas une vie programmée, formatée. C'est quoi un destin? C'est être désigné par le destin. Être désigné par le destin, c'est une sorte de signe d'élection. C'est-à-dire que ça appartient à la quête. On quitte la ligne droite, on va dire ça comme ça, pour les lois du cercle. Le petit Kay descend sur la Grand Place, joue avec sa luge. Et le jeu des enfants, à cette époque, c'est accrocher la luge à la voiture traînée par des chevaux d'un marchand, par exemple, ou d'un paysan, pour aller plus vite. Puis on décroche la luge lorsqu'on a envie on va arrêter le jeu. La luge va beaucoup plus vite, elle est entraînée par la voiture du marchand ou du paysan. C'est ces jeux-là auxquels joue Kay sur la place. Il descend donc sur la grande place de la ville avec sa luge et il rencontrera bien sûr, ce qu'il ne sait pas encore, la Reine des Neiges, qui déjà, on l'a vu, l'avait remarqué lorsqu'il avait observé à travers le rond inscrit par la pièce chaude comme ça, sur la vitre givrée. Il l'avait vu passer. Elle lui avait déjà adressé un signe, avant de partir sur la forme d'un grand oiseau.
Et voilà le petit quai sur la grande place. Donc on l'a vu, le jeu, c'est accrocher la luge à la voiture d'un paysan, par exemple, pour aller plus vite. Et je reprends à ce moment-là le conte d'Andersen. C'était amusant. Comme le jeu allait son train, arriva un grand traîneau. Il était entièrement blanc, et une personne enveloppée dans une fourrure blanche, coiffée d'un bonnet de fourrure blanc, était assise. Elle fit 2 fois le tour de la place, et Kay accrocha prestement son petit traîneau à la grande voiture, et les voilà glissant, partant. La course fut de plus en plus rapide, et mena dans la rue voisine. La personne qui conduisait tourna la tête, fit à Kay un signe de tête amical. On aurait dit qu'ils se connaissaient. Chaque fois que Kay voulait détacher son petit traîneau, cette personne lui faisait signe de nouveau, et Kay restait assis. Ils franchirent ainsi les portes de la ville. La neige se mit alors à tomber si drue que le petit garçon ne pouvait voir sa main devant lui, et il lâcha vite la corde pour se dégager du grand traîneau, mais rien n'y fit. Son petit traîneau était bien accroché, et l'on courait comme le vent. Il cria très fort, mais personne ne l'entendit, et la neige cinglait, et le traîneau filait. Parfois un soubresaut se produisait, la route semblait pleine de fossés et de bosses. Kay était épouvanté. Les flocons grossirent de plus en plus. Ils finirent par être comme de grandes poules blanches. Soudain, elles firent un écart. Le grand traîneau s'arrêta, et la personne qui le conduisait se leva. Son manteau et son bonnet de fourrure n'étaient que de la neige. C'était une dame, grande, svelte, d'une blancheur éclatante. C'était la Reine des Neiges. « Nous avons fait un bon bout de chemin, dit-elle, mais tu as froid. Viens te fourrer dans ma peau d'ours. » Et elle le prit dans son traîneau, étendit sur lui sa fourrure, et Kay crut disparaître dans un amas de neige. « As-tu encore froid » demanda-t-elle, et elle lui baisa le front. Aïe, c'était plus froid que la glace, et il en fut pénétré jusqu'à son cœur, qui pourtant était déjà presque un bloc de glace. Il lui sembla qu'il allait mourir, mais cela ne dura qu'un instant, puis il en éprouva du bien. Il ne ressentit plus la froidure qui l'entourait. Alors la Reine des Neiges embrasse Kay sur le front, une seconde fois, 2 fois seulement. Il a oublié la petite Gerda, sa vieille grand-mère, la ville, les habitants, il est sans mémoire. Tout a disparu dans sa tête. La Reine des Neiges lui dit, elle a embrassé 2 fois sur le front, elle lui dit, tu n'auras pas d'autre baiser, car un de plus te tuerait. Andersen écrit, il la regarda. Elle était belle. Il ne pouvait imaginer un visage plus rayonnant d'intelligence et de charme. À ses yeux, elle était parfaite. Il ne ressentait aucune crainte. Elle s'envola avec lui, s'envola très haut, jusqu'à un nuage noir, et l'orage gronda et mugit. On aurait dit qu'il chantait de vieilles chansons. Ils volèrent au-dessus des forêts et des lacs, des mers et des pays. Au-dessous d'eux, le vent froid sifflait, les loups hurlaient, la neige étincelait, les corneilles noires croissaient. Mais tout en haut, brillait la lune grande et claire, et Kay la contempla toute cette longue nuit d'hiver. Toute cette longue nuit d'hiver, le temps de ce trajet. Le jour venu, il dormait au pied de la Reine des Neiges. Pendant ce temps, en ville, Kay a disparu, d'accord ? On ne sait plus où il est. Tout le monde croit qu'il est mort. Le printemps est revenu, et là on voit qu'il y a un lien étrange entre Gerda et la nature, toutes les forces de la nature. De la même manière que dans les anciennes sagas scandinaves, dans les anciennes croyances, les dieux et les hommes étaient reliés aux forces de la nature, aux esprits de la nature, parlaient aux oiseaux, parlaient aux ruisseaux, parlaient aux plantes. Cette faculté, ce don, cette façon magique d'être, Gerda la possède de façon innée, instinctive, c'est sa nature propre. C'est dans le conte d'Andersen. Je lis « Enfin vint le printemps, avec un soleil plus chaud.
Kay est mort et disparu, dit la petite Gerda. Je ne le crois pas, dit le soleil. Donc elle parle au soleil. Il est mort et disparu, dit-elle aux hirondelles. Je ne le crois pas, répondirent-elles. Et la petite Gerda finit par ne pas le croire non plus. Elle interroge la rivière, les oiseaux. Tous lui disent la même chose, mais ils ne savent pas où il est. Ou peut-être qu'ils le savent après tout, hein, mais qu'il est nécessaire qu'elle entame une quête pour le retrouver. Et donc elle va partir, Gerda, à sa recherche. Elle interroge une corneille qui l'emmène sur une poste-piste, un château où la reine reçoit des prétendants. Peut-être que l'un d'eux est le petit Kay. Non, c'est une poste-piste. Des tas d'épreuves. Le conte est beaucoup trop long. Il faudrait 1 heure d'émission de plus pour parler de tous les détails de la quête de Gerda. Elle est capturée par des brigands. Ces brigands ont un renne qui est attaché à une corde. Il bivouaque autour du feu. Gerda est prisonnière, enfin, si l'on veut. Elle a été capturée par elle, mais ils ne lui font aucun mal. Elle est présente avec elle, à ce bivouac de nuit avec ses brigands. Ce renne attaché, qui vient du nord, lui, attaché à sa corde. Et ce sont les pigeons des bois, dit Andersen, qui lui apporteront la nouvelle. Je relis le texte d'Andersen. Nous avons vu le petit Kay, disent les pigeons des bois. Une poule blanche portait son traîneau. Il était assis dans la voiture de la Reine des Neiges, qui volait bas au-dessus de la forêt, quand nous étions au nid. Elle a soufflé sur nous autres petits, et tous sont morts par le froid, sauf nous deux. En soufflant sur le nid, c'est pas une volonté de les tuer. Son haleine froide a tué des jeunes pigeons dans le nid. Voilà, elle n'a pas dit je vais les tuer. C'est le froid qui les a tués. Elle est le froid, la glace. Ces 2 pigeons survivants donc viennent, pigeons des bois sauvages, et disent à Gerda, elle parle avec les animaux, avec la rivière, elle parle avec toute la nature qui l'entoure. Ce qui est étrange dans le conte, c'est ce rapport de Gerda dans sa quête qui interroge tous les éléments qui constituent la nature. Aussi bien la rivière, que les oiseaux, que les arbres, que les fleurs, que tout ce qui bouge, vit, qui est pour nous simplement un décor naturel, comme on dit, mais sans vie. Pour elle, oui. C'est là où elle rejoint ce lien qu'avaient les anciens avec la nature qui les entourait. Mais ils ne lui ont pas dit où il était. On l'a vu, c'est une quête. Là, elle est donc prisonnière, entre guillemets, par les brigands. Et elle dit aux pigeons, « Que dites-vous? Et où allait la Reine des Neiges? Vous pouvez me le dire ?» Les pigeons des bois répondent, « Elle allait sûrement en Laponie, où il y a toujours de la neige et de la glace. Tu n'as qu'à interroger le renne qui est attaché à la corde. » Évidemment que le renne vient de ces régions-là. Le renne lui dit, « Il y a de la neige et de la glace, dit le renne. C'est agréable et bon, et l'on saute librement dans les grandes vallées blanches. C'est là que la Reine des Neiges a sa tente d'été, mais son château est là-haut, vers le pôle Nord, dans l'île qu'on appelle Spilsberg. » Les brigands la laissent partir avec le renne, elle chevauche le renne, et Andersen écrit « Et le renne détala, par-dessus buissons et souches, à travers la grande forêt, franchit marais et plaines de toutes ses forces. Les loups hurlaient, les corbeaux croissaient, et le ciel parla aussi. On aurait dit qu'il éternuait rouge. « Ce sont mes vieilles aurores boréales, dit le renne. Regarde, quelle lueur !»
Et le petit Kay appartient désormais au monde, au monde des glaces, au monde de la neige, à l'extrême nord du monde, là-bas, là-haut, là où les anciens situaient le royaume des géants des glaces à l'origine, alors que Gerda appartient, elle, à l'été, au bel été, aux rosiers qui fleurissent. Même si sa quête harassante, elle aura froid, elle n'a pas de vêtements ou très peu de vêtements pour se couvrir, elle traverse des étendues incroyables. Je ne vais pas vous lire tout le conte d'Andersen, bien sûr, je parle du conte, pas du film, ou des films, ni des dessins animés. Je parle du texte réel d'Andersen, avec tous ses détails, sa richesse, sa profondeur, issu des anciennes légendes. Kay est désormais un sans-mémoire par rapport au monde de l'été, au monde des hommes, du vivant. Il est, on pourrait dire, un élu de la Reine des Glaces, de la Reine des Neiges. Il vit dans le château de glace de la Reine des Neiges. Il appartient au monde du froid. On a vu qu'avec ce morceau de miroir qui a été créé par le troll à l'origine, par ce géant des glaces qui a explosé, ce morceau de miroir qui lui est rentré dans l'œil et puis dans le cœur, qui a transformé son cœur en bloc de glace. Il est devenu sans mémoire, il appartient désormais au royaume. Il a une nouvelle... Il voit autrement le monde qui l'entoure. Il appartient à l'hiver, soyons simples. Gerda appartient à l'été. On a là aussi la vieille rythmique des saisons. J'aimerais pour ça rappeler cette conception, si je trouve le passage, parce qu'il est écrit avec précision, qu'avaient les anciens du cycle des saisons, leur croyance, on peut dire. La croyance, cette croyance qui n'est plus la nôtre, hein, qui sommes emportés par la chronologie. Pour nous, le monde, c'est un début, c'est une fin, c'est la nuit, c'est le jour, c'est l'hiver, c'est le froid. La conception du monde de ces anciens, du vieux paganisme, d'avant le christianisme, d'avant la chronologie qui nous tue, la chronologie qui nous dissocie des lois de la nature. Leur conception était toute simple, je tiens à la redire, cette fameuse loi du cercle. La terre, la nature, la lune et le soleil sont comme la roue d'un char. Tous ces éléments forment un cercle parfait qui tourne sans cesse. Toute chose naît, rayonne, meurt et revient. La vie est un cycle. Voilà. Cette perception-là, elle est profondément ancrée dans le conte d'Andersen qui parle de cette rythmique des saisons, de la glace et du feu, de l'hiver et de l'été, dans le mouvement tournant, qui est celui du retour aussi. Donc pendant que Gerda est sur la piste, chevauche avec le renne vers les terres du Nord, vers le château de la Reine des Neiges, que devient le petit Kay? Il vit dans le château de la Reine des Neiges. Il a tout oublié. Son jeu, c'est quoi? Il essaie de reconstituer une sorte de puzzle avec des morceaux de miroir, des fragments de glace exactement. Oui, des fragments de glace. Sans savoir que Gerda se rapproche du palais de la Reine des Neiges. Hein. Alors là où vit la Reine des Neiges, c'est une immense demeure aux pièces vides, entièrement vides. Au centre de l'immense salle, il y a un lac gelé, on dit. La glace de ce lac gelé, un lac qui n'est pas un lac immense, qui est au centre de cette pièce, là où elle siège, où elle règne. La glace du lac a été brisée en plusieurs morceaux. Et au milieu du lac, ce lac gelé, la Reine des Neiges siège au centre, sur son trône. Elle dit, dans le conte d'Andersen, qu'elle trône sur le miroir de la raison. Et que Kay doit essayer d'assembler les fragments du miroir de différentes manières, et il n'y arrive pas, jusqu'à ce qu'il trace le mot éternité. C'est ce qu'elle lui a demandé. Elle insiste, hein. Elle dit c'est de la plus haute importance. Si tu peux recomposer ce mot, elle lui dit, tu seras ton propre maître. Il a beau essayer, il manque toujours quelque chose, il n'y arrive pas. Il ne peut pas, il manque toujours un morceau de glace. La Reine des Neiges doit partir. On voit sa vraie nature à ce moment-là dans le conte d'Andersen.
qui rejoint ce qu'elle était à l'origine dans les vieilles sagas et les vieilles croyances de l'Europe du Nord. Elle doit partir, quitter pour un temps les terres du Nord, descendre plus au sud, elle a un travail à faire. Elle lui dit, Andersen lui fait dire, je vais m'envoler vers les pays chauds. Je veux jeter un coup d'œil sur les marmites noires. Les marmites noires, c'est des montagnes avec leurs volcans qui crachent le feu. Je vais les blanchir un peu. Ça fait partie du voyage. Cela fera du bien aux citronniers et aux vignes. Alternance des saisons. On voit qu'elle a là un rôle bénéfique dans la course des saisons. Elle s'envole et elle laisse le petit Kay tout seul devant les morceaux de glace qu'il essaie de recomposer. Alors à quoi ressemble le château de la Reine des Neiges? Il faut lire la description qu'en donne Andersen dans le conte. Les murs du château étaient faits de poussière de neige, et les fenêtres et les portes de vent aigre. Il y avait plus de 100 salles, formées par les tourbillons de la neige. La plus grande avait des lieues de long. Tout était illuminé d'aurores boréales. Elles étaient grandes, vides, glaciales et lumineuses. Les salles de la Reine des Neiges étaient vides, grandes et froides. Les aurores boréales y luisaient si exactement que l'on pouvait prévoir le moment où leur lumière était la plus vive et celui où elle l'était le moins. Au centre de l'immense salle de neige était un lac gelé. La glace était brisée en 1000 morceaux, mais chaque morceau était tout pareil aux autres. C'était une vraie merveille. Et au milieu du lac siégeait la Reine des Neiges, quand elle était chez elle. Et elle disait qu'elle trônait sur le miroir de la raison, qui était unique et le meilleur du monde. Le château des neiges, puis de glace et de brouillard.
Et le petit quai essaie de reconstituer à partir des morceaux de glace brisés le mot éternité. C'est ce que l'a demandé la Reine des Neiges. Alors il sera libre, alors il sera maître de lui-même. Éternité, c'est, on peut dire que c'est la vision christianisée du conte d'Andersen, qui correspond dans les vieilles légendes dont j'ai parlé tout à l'heure, aux pommes d'or, de l'éternelle jeunesse, à l'île des immortels, à l'immortalité quelque part, à cette notion de retour sans cesse, de ce qui ne meurt jamais. Éternité, c'est un mot vague et dissolu quelque part, qui n'est pas utilisé dans les récits du vieux paganisme d'avant le christianisme. C'est un mot qui est propre au monothéisme, on va dire, mais qui rejoint la même chose quelque part, où les choses deviennent éternelles à tout jamais, ne disparaissent plus. Chez les anciens, c'est plutôt l'éternelle jeunesse, les îles de l'éternelle jeunesse, les îles d'Avalon chez les Celtes, ou l'île des Terres dernières dans les vieilles sagas des croyances du Nord. Donc cette quête de l'éternité, de l'immortalité, de cet état d'être, cette course du destin t'amène jusqu'à là, après une série d'épreuves, à cet éveil d'un seul coup à une conscience différente du monde, à la fois au niveau du corps, des perceptions, des sens, mais il est dans le monde des glaces. Il n'en souffre pas. Il est heureux là où il est. La mémoire, son ancienne mémoire, celle de l'été, a disparu. Il est l'hiver. Il appartient à l'hiver. Alors que Gerda, qui s'approche du château de la Reine des Neiges, même si elle traverse des régions de glace maintenant, appartient au bel été. On voit là aussi, et c'est le fondement même de ce conte, le mouvement cyclique des saisons. C'est un conte qui a pour raison, ce miroir de la raison, on pourrait dire, qui résonne en même temps, l'alternance des saisons, le mouvement cyclique de la vie, cette roue dont parlent les anciens, ce qui ne meurt pas et revient sans cesse dans leur croyance, alors que nous, selon la loi de la chronologie et de la ligne droite, nous croyons qu'il y a un début et une fin. Et puis pour les monothéistes, un début et une fin, puis après la fin, une éternité. Mais on est toujours sur la ligne droite. Non, pour les anciens, c'était un cercle, on l'a vu tout à l'heure. De la même façon que les saisons tournent. L'univers, tout autour de nous, tout est lié aux lois du cercle. Cette vision du cercle, on l'a perdue. On a une vision dans notre quotidien, dans nos perceptions, notre manière de vivre. On a une perception qui est celle de la ligne droite. On nous a formatés comme ça. Pour l'angoisse et la mort, on peut dire. Pour le début et la fin. La chronologie, 1, 2, 3, lundi, mardi, mercredi. Dans les lois du cercle, les choses se succèdent et reviennent, elles tournent. Elles ne se perdent pas comme ça, comme une ligne de fuite. C'est une vision, ça, purement humaine, créée par l'homme, qui a peur, et qui nous a formatés depuis très longtemps avec cette vision-là du monde. On n'a pas la conscience du retour. Ce que Nietzsche avait perçu dans une illumination brève et rapide, celle du retour éternel des choses, qui était la loi, la perception des anciens. Donc, s'escrime sur ce miroir, oui, c'est aussi le miroir, ce lac aux morceaux de glace brisés, avec les morceaux, il les joue comme un puzzle, pour reconstituer ce mot éternité, ce que lui a dit la Reine des Neiges. Il n'y arrive pas. Et l'arrivée de Gerda, elle arrive au château de la Reine des Neiges. On a vu que la Reine des Neiges était partie vers les pays du Sud, dit Andersen, pour un travail. Sa fonction d'hiver, par rapport à l'été, qui permet en quelque sorte que la nature continue à vivre, poursuit son cycle de vie. Elle s'est déplacée pour ça, elle va travailler dans les pays du Sud. C'est à ce moment-là, par exemple, que dans un pays de soleil, on est en été, d'un seul coup, l'automne arrive, les frimas, ce serait comme si la Reine des Neiges déjà s'approchait, on sent sa résonance. L'hiver s'installe, nécessaire l'hiver bien sûr, tout est en germination cachée souterraine, secrète, les choses se font à l'intérieur. Et le printemps, hop, où tout renaît, rejaillit, comme le dit
la vieille croyance de ces peuples-là, où les choses vivent, rayonnent, important, meurent et reviennent, le cercle. Donc elle a cette fonction positive. Enfin, positive, c'est encore des mots manichéens qu'on utilise, ça ne veut rien dire positif, ni négatif. Je parle là d'une perception du monde que nous ne possédons plus. Kay, c'est l'hiver. Gerda, c'est l'été. On va dire que c'est l'articulation de base du conte La Reine des Neiges. Ils sont ces principes-là qu'ils incarnent. Dans leur vie d'enfant, avec la féerie, ce sont des enfants. J'avais eu cette idée que dans ces contes, les personnages nous ressemblent, un petit garçon, une petite fille, mais vivent sur un autre plan de réalité. C'est ce qui différencie le conte de l'histoire, par exemple. La mythologie, c'est autre chose. On rentre dans une dimension une autre vision du monde. Le conte la synthétise. Il y a entre le conte et la réalité qu'il veut, la réalité. J'aime pas ce mot qui enferme et qui semble définitif lui aussi. Il y a entre le conte et sa source, on va dire, comme un voile très fin. Le conte est ce qu'il y a de plus proche de la source pure. Ces deux personnages, Gerda, on dit qu'elle a un cœur pur. Ce n'est pas qu'une vision chrétienne, dire qu'elle a un cœur pur. C'est dire qu'elle parle, on l'a vu, elle parle à la nature lui répond, l'entraîne dans sa quête, la guide. Oui, la guide, elle est guidée, elle est protégée. À un moment donné, dans le conte d'Andersen, je n'ai pas le passage là, mais elle est attaquée par des flocons de neige aux formes monstrueuses. Et Andersen dit que des anges descendent d'un seul coup du ciel, des petits anges, armés de cuirasses et d'épées, et se mettent à combattre les flocons. Bon, ça c'est la vision chrétienne du conte, mais elle a ses protections, c'est ce qu'il veut dire. Elle n'est pas seule, perdue dans une quête. Même si parfois le ciel est noir, si elle a froid, si elle a peur, et loup hurle très loin, pas loin, peu importe, la lisière noire des bois, elle ne sait pas où elle est. Elle marche, elle suit les signes. Elle suit les signes qui parfois l'emmènent dans des cul-de-sac. Comme cette corneille qui lui dit, c'est là-bas, peut-être qu'elle peut tiquer. Ce château où il y a une reine qui cherche un prétendant, un peu comme dans La Belle au bois dormant, et se présente des jeunes garçons. Elle en choisira l'un d'eux, et l'un est arrivé avec un bagage sur le dos. Et Gerda dit à la corneille qui lui dit ça, un bagage sur le dos. Ça devait être sa luge, je pense. Et là, non, elle va arriver dans ce château et se rendre compte qu'elle est une fausse piste. De la même façon qu'elle est capturée par des brigands, qu'elle est reçue par... Bon, il y a des tas d'événements dans sa quête comme ça, où on voit qu'elle suit les signes, qu'elle est guidée, qu'elle est perdue parfois, mais qu'elle n'est pas perdue définitivement, puisque le monde lui parle, la nature lui parle. Donc, l'arrivée de Gerda dans le château de la Reine des Neiges. Kay, qui est penché sur un puzzle de fragments de glace, ne la reconnaît pas, on le sait. Qu'est-ce que tu fais là? Qui es-tu? Gerda se met à pleurer. Andersen dit que ses larmes tombent sur la poitrine du garçon, jusqu'à son cœur de glace qui se met à fondre. Et alors, le morceau du miroir, ce miroir qui avait été créé au début du conte par le troll, le géant des glaces, qui avait explosé en plusieurs morceaux. L'un des morceaux était entré dans l'œil de Kay, jusqu'à son cœur qui était devenu un bloc de glace. Ensuite, la Reine des Neiges l'emmène, bon, j'en ai parlé tout au long de l'émission. Le morceau du miroir, son cœur fond grâce aux larmes de Gerda. Et le morceau du miroir sort de lui. Et c'est la pièce qu'il manquait pour tracer le mot éternité. D'un seul coup, bao, tout lui revient. Je dis Andersen, Gerda, gentille petite Gerda, où donc as-tu été depuis si longtemps? Et où ai-je été? Et il regarda autour de lui. Comme il fait froid ici, comme c'est grand et vide. Alors, on l'a vu, Gerda a rencontré de nombreuses épreuves avant d'arriver au château de la Reine des Neiges. Hein? Pour ça, il faudrait lire le conte tout entier. Pendant ce temps, la Reine des Neiges, on l'a vu, et travaille, elle est dans le sud,
où elle fait son travail de l'alternance des saisons pour que la vie puisse se poursuivre. Le printemps, l'hiver, tout revient, tout recommence, tout meurt et renaît. Donc le renne les emporte, loin du château des glaces, loin de ce pôle Nord dont parlaient les pigeons à un moment donné, dont parle le renne, la Laponie, disait-il, l'extrême nord du monde, le pays des glaces, les ramène chez eux. C'est le retour. Ils reviennent. Le retour, selon la loi du cercle. Le voyage est à la fois long et rapide. Le temps, la notion du temps n'est pas la même. Hein. Et les voici qui reviennent à la grande ville. Et là, je reprends le conte d'Andersen, tel qu'il se termine. La grande ville. C'était la ville qu'ils habitaient. Ils y entrèrent, arrivèrent à la porte de la grand-mère, montèrent l'escalier, ouvrirent la chambre, où tout se trouvait à la même place qu'auparavant. Alors, combien de temps ont-ils disparu? Ça, Andersen ne le dit pas. Mais dans ces histoires liées à la quête, le temps n'est pas le même que le nôtre. En tout cas, tout se trouvait à la même place qu'auparavant, et la pendule émettait son bruit sonore habituel. L'aiguille tournait, le temps des hommes, le temps humain. Mais au moment où ils franchirent la porte, ils s'aperçurent qu'ils étaient devenus de grandes personnes. Les rosiers placés sur les bacs de bois fleurissaient devant la fenêtre ouverte. Il y avait là leur siège d'enfants, et Kay et Gerda s'assirent chacun sur le sien en se tenant par la main. Ce sont de grandes personnes, et en même temps, ils peuvent s'asseoir dans des sièges taillés à la dimension de ce qu'est physiquement un enfant. Ben, un paradoxe. Non, ce n'est pas un paradoxe. Ils retrouvent leur siège d'enfant. Ils sont pourtant devenus de grandes personnes après cette quête. Andersen continue. Et Kay et Gerda s'assirent chacun sur le sien, les petits sièges, en se tenant par la main. Ils avaient oublié, comme un rêve pénible, la froide et vide splendeur du château de la Reine des Neiges. La grand-mère était assise à la lumière du soleil et lisait à haute voix dans la Bible. Alors, le côté christianisé du conte, mais intéressant. Elle lit dans la Bible « Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Et Andersen conclut « Ils étaient assis là, tous les deux, grandes personnes et tout de même enfants, enfants par le cœur. Et c'était l'été chaud et béni. » On voit cette transformation. Ils se sont absentés un temps incroyable, puisqu'en revenant, ils sont adultes. Enfin, adultes par la taille, je veux dire. Attention au mot adulte. Ils ont grandi. La grand-mère est pourtant toujours là, comme si le temps s'était arrêté pendant ce temps. Rien n'a changé. Tout est au même endroit. On va dire que pendant leur quête respective, Kay capturée, on va dire, oui, capturée, mais il faut le dire autrement, par la Reine des Neiges, ou Gerda se mettant en quête pour le retrouver. C'est un temps très long au niveau humain qui passe. Pendant ce temps, dans la grande ville, le temps s'est arrêté. Puisque quand ils reviennent, enfin le temps s'est arrêté, il ne s'est pas arrêté, les gens continuent à vivre, Kay et Gerda ont disparu, les deux maintenant, ils ne sont plus là. Mais quand ils reviennent, les choses sont à la même place, dit Andersen. La grand-mère est toujours là, elle lit dans son livre, comme elle le faisait avant, rien n'a changé, sauf qu'ils sont devenus de grandes personnes, mais qu'ils peuvent de nouveau s'asseoir sur leur siège d'enfant. Il est bien précisé, ils étaient tous les deux grandes personnes et tout de même enfants. Enfants, c'est-à-dire n'ayant pas perdu la perle d'or. Ce mot éternité que Kay a cherché à construire avec les pièces du puzzle, les pommes d'or dont parlaient les anciennes légendes, quand on parle de Gerda et de Skadi, la Reine des Neiges, des anciennes croyances païennes scandinaves avant le christianisme, les pommes de l'éternelle jeunesse, c'est-à-dire de l'éternelle enfance. L'enfance, non pas au sens pleurnichard, larmoyant, l'enfance au sens
Au sens, oui, l'état éternel de l'enfant, dont le regard n'est pas celui de l'adulte, puisque la nature parle à Gerda, parce qu'elle est une enfant. On le voit bien dans le texte que lit la grand-mère dans la Bible, hein, quand le Christ dit « Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu ». On retrouve ça dans d'autres traditions, bien avant le christianisme. Le fait de garder un cœur pur, au sens où il est la glace pure, au sens où il est le feu, les éléments purs, les éléments primordiaux, pas purs dans le sens de pleurnichard, humaniste, trop humain, l'humanité telle qu'on la conçoit, un cœur pur. On veut bien comprendre tout ça, qui nous touche, qui nous fait pleurer. C'est pas de cette pureté-là qu'on parle. C'est d'une pureté coupante ou éblouissante, qui appartient aux éléments primordiaux constitutifs de l'être humain, au-delà de lui-même, qui est la racine éternelle, on va dire en pamplemousse, de l'homme. Par-delà les apparences, par-delà cette fiction qui est la ligne droite, selon la loi du cercle. Ils ont une destinée, ils ont toujours. Le destin les a amenés là où il devait les amener. Ils ont été choisis pour ça. Ils reviennent transformés, métamorphosés. On peut dire que ce conte les transforme, les éveille à une nouvelle perception du monde, et qu'ils sont en même temps, dans le conte, ils apparaissent nettement comme le printemps, ou l'été, la chaleur, et l'hiver, dans le grand mouvement de la roue qui tourne, où toutes les choses naissent, meurent, rayonnent, bien sûr, avant de mourir, et reviennent. Ils reviennent, ils sont revenus, parce qu'ils n'ont pas tué l'enfance, au contraire. Comme dans de nombreux contes, l'enfance, c'est l'état d'enfance, on pourrait dire, est la clé qui permet d'accéder au royaume des merveilles, de franchir les portes secrètes, de trouver les voies de traverse, les passages secrets, d'accéder à des mondes dimensionnels. Parce que l'enfant tel qu'il est conçu dans le conte, c'est-à-dire tel qu'il est montré, ou dans d'autres contes, n'est pas l'enfant dont on parle aujourd'hui, qui est pris par la chronologie lui aussi, par la ligne droite que lui impose l'adulte, lui-même formaté, il ne sait même pas. Il croit que sa seule réalité, c'est la ligne droite, c'est le début et la fin. Je nais, je vis et je meurs. Quand on est croyant, je nais, je vis, je meurs et je vais dans les croyances du monothéisme, dans un paradis. Sans quitter la chronologie, la ligne droite qui t'amène vers un paradis. Pour les anciens, non. C'est un cercle tournant, où les choses meurent et reviennent sans cesse. C'est ce que montre le conte d'Andersen. Et on voit très bien, en filigrane derrière, apparaître toutes les croyances de l'ancien paganisme des peuples du Nord. Andersen lui-même l'a dit, qu'il avait puisé dans la tradition populaire. Il est danois, il vit au Danemark. Dans les traditions scandinaves, dans les récits qu'on se raconte, qu'il écoutait enfant, les récits qu'on raconte aux veillées, qui sont des récits un peu transformés, mais qui n'ont pas perdu leur nature primordiale, quelque part. Elle est là, vivante, comme un fil à l'intérieur. J'allais dire un fil de feu, non, un fil rouge, non, de glace, peu importe. On ne peut pas dissocier les choses. Elles sont liées. Tout est lié. C'est pour ça que tout revient. Tout est là. Rien ne disparaît jamais. C'est ce qui est montré par le conte d'Andersen, qui est l'un des contes les plus proches peut-être des croyances de ces peuplades, d'anciennes peuplades païennes, d'avant le christianisme. Comme son conte qui s'appelle d'Andersen aussi, au Gilles danois, un autre conte, Le sanglier de bronze. Il faut relire tous ces contes-là. On voit derrière, pas très loin, d'autres croyances qu'il entendait, des histoires, enfants, traditions populaires. Comme ici, chez nous, les traditions populaires qu'on écoutait, moi je me souviens dans les fermes aux veillées, qui sont des récits avec le temps qui ont été transformés, mais qui n'ont pas perdu la substance de l'origine, qui remonte il y a très loin en arrière, des millénaires en arrière, à la vieille, à l'ancienne mémoire. Et ces traditions-là ont pour but, il n'y a pas de but en soi, les choses reviennent. Donc il n'y a pas un but à atteindre, un point où on arrive en disant « je suis arrivé ». Ils sont arrivés, non, ils sont revenus. Ce n'est pas la même chose qu'arriver. Arriver, c'est « ah, ouf ».
comme le mec qui fait une course, tu vois. Ah, je suis arrivé. Il est arrivé sur la ligne d'arrivée, justement. Non, non, non. C'est le retour. Retourner, c'est pas comme arriver. C'est un peu la science secrète du conte, celle du retour éternel des choses. Ben ça, c'est l'un des bouquins que j'ai écrit qui s'appelle Le Crépuscule des dieux. J'ai du mal avec la caméra puisque je ne suis pas habitué à... Bon, peu importe, il est à l'envers. Là, il est à l'endroit, d'accord. Ah, c'est de ce côté-là, ok. C'est Le Crépuscule des dieux et autres histoires aux éditions du Pré au Clair, pour ceux qui veulent le trouver, qui le trouveront encore. Merci à un auditeur qui m'a envoyé un disque de chants médiévaux. Il s'appelle Amaury. Ils sont deux, Amaury et Caroline. Je les salue, je les remercie. Je passerai un jour le disque qu'il m'a envoyé, c'est un CD. Des chants de l'époque médiévale. Superbe, traditionnel. Le conte d'Andersen, bah, La Reine des Neiges, le film, je n'ai pas été le voir, ça ne m'intéresse pas. Je vois déjà vaguement comment il est construit. De bric et de broc, vidé de sens. Il faut relire les contes. Je ne dis pas que Disney n'a pas fait de bons films. Moi, quand je voyais Peter Pan enfant, quand je voyais Blanche-Neige, ou Le Roi Lion, même dans les plus récents, ou d'autres films, il y a des leçons derrière, il y a de grandes lois derrière. Mais depuis quelque temps, on a l'impression que c'est vraiment du grand n'importe quoi, c'est le blockbuster à la sauce. Voilà, des gens qui ne sont branchés, reliés à rien, qui créent des histoires qui n'en sont pas. Relisez les contes. Il y a de grandes vérités, beaucoup plus que dans les livres de philosophie, bien sûr, parce qu'ils sont proches de la source. Et j'ai parlé de ces peuples de l'Europe du Nord, du vieux paganisme, devant le christianisme, là où Andersen a été puisé. Il reste encore des chants qui rappellent ces atmosphères-là, ce lien de l'homme avec la nature. Et au-delà de la nature visible et invisible, bien sûr, une grande mémoire qui a été perdue dans les fins fonds de l'histoire. On peut la réveiller, bien sûr. Alors désolé, hein, c'est la première fois depuis tant d'années que je passe à la technique, tout a un peu changé, donc c'est un peu pour moi un petit peu chaotique, mais bon, apparemment l'émission a quand même roulé, avec quelques accros quelquefois, pour moi hein, personnellement, mais bon, j'ai fait quand même ce que je devais faire, vous raconter la Reine des Neiges, ses antécédents, ses antérieurs mythologiques, ce qu'elle conte, et vous rappelez que le conte, c'est important de lire des contes de fées, des contes pour enfants. On dit conte pour enfants. Tout est dans ce mot. Considérons ce mot enfant non pas comme on le conçoit habituellement, mais comme le décrit Andersen à la fin du conte. You, my child, she asked.